en gros, le top closing va te permettre de savoir du coup quel prix est-ce que tu vas mettre au niveau de ton accompagnement. Mais des fois, le fait d'avoir trop de refus, parce que tu ne traques pas la raison du refus, tu pourrais te dire, ok, mon prix est du coup trop cher, du coup je le baisse, ou au contraire, je ne l'augmente pas alors que je pourrais l'augmenter. Là où en fait, si tu traques la raison du refus, tu vas pouvoir savoir si en fait c'est ton prix le problème ou si c'est autre chose le problème. Un business, c'est toujours des problèmes, c'est-à-dire que ton problème de départ, c'est d'avoir des leads. Une fois que tu as réussi à les convertir, c'est de gérer cette fameuse délivrabilité et de faire en sorte de ne pas nuire à la délivrabilité, tu vois. Bonjour à tous, Ainsi qu'on a bienvenue dit. dans ce nouvel épisode de Newgen Podcast. Aujourd'hui, nouvel invité, nous sommes avec JR Bodji, qui a fondé Fondation.pro. C'est un honneur de pouvoir t'avoir comme invité aujourd'hui, et avec le vice, comme d'habitude. Donc, Jérémy, je te laisse te présenter un petit peu. Yes, ça marche. Et ben écoute, tu m'as déjà introduit. Donc moi, c'est Jérémy. Les gens me connaissent sous le nom de JR souvent. C'est mes initiales, Jérémy Roland. Voulais que je fasse une petite explication de mon parcours rapidement ou juste ce que je fais actuellement. Ouais, Donc, tu peux. Ok. Je suis coach fitness depuis du coup pas mal d'années et j'ai développé du coup mon service de coaching sur les quelques années qui se sont écoulées il y a quelques temps. Et depuis quelques mois, même officiellement depuis quelques mois, j'ai lancé mon service de mentoring pour coach en ligne où j'ai volonté du coup à faire progresser les coachs et développer leur business de leur côté également. Ça fait 5 mois que je fais ça, 6 mois officiellement. Et ça fait, on va dire, un petit peu plus d'un an et demi que je fais ça de manière officieuse avec quelques consultations. Donc j'ai lancé, voilà, comme tu l'as dit, Manel, Fondation.pro. C'est du coup le service de mentoring. On a aidé là en quelques mois déjà quasiment plus de 70 personnes à développer leur business. Donc on est très content de l'évolution du service jusqu'à maintenant. On aide du coup les coachs qui sont, on va dire pour parler purement technique, avatar client, on aide les coachs qui sont entre 0 et 15-20 clients, donc qui sont principalement bloqués dans un système de bouche à oreille et qui ne prêtent pas vraiment en main les réseaux sociaux, tout ce qui est système de prospection, etc. correctement. Donc nous, on les apprend vraiment à se développer sur les réseaux, à lancer tout ce qui est prospection autour et tout ce qui est système également de coaching pour les coachs qui notamment débutent, qui peut-être s'organisent pas correctement, etc. Donc on les aide vraiment sur tous ces aspects-là. On a beaucoup de résultats. Je vous renvoie à ceux qui nous écoutent vers du coup notre page fondation.pro sur Instagram. On a pas mal de résultats. Et j'ai également de mon côté une chaîne, plusieurs chaînes YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube, une qui est dédiée du coup à mon service de mentoring, JR Body, et également une chaîne YouTube de podcast, Young Trainers, où on a aussi donc, qui est en collaboration avec Romain Méchin et qui s'adresse aussi aux coachs sportifs. Et on a sorti aussi de ce côté-là une formation pour coach donc, qui a volonté plus à être sur l'aspect éducationnel au niveau de l'entraînement. On a développé du coup cet aspect-là. Alors c'est devenu un peu mon side business maintenant, mais ça l'était, c'était une grosse partie il y a quelques temps. Et là, on reprend d'ailleurs les podcasts depuis peu. Donc voilà pour la présentation générale que j'ai pas spécialement travaillé. J'espère que ça répond un peu à vos questions. Yes, Très alors moi, je me content posais... également d'être ici, messieurs, parce que du coup, comme je le dis, attends, je finis juste, comme je le dis juste en intro, c'est la première fois que je suis dans un podcast qui est du coup dédié réellement au business. Avant ça, je faisais que des podcasts qui sont un peu avec des coachs, etc. Donc très content d'être avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Yes. Écoute, merci à toi. Je me posais la question, pourquoi avoir choisi Fondation? Parce que je trouve ça quand même assez impactant comme nom. Fondation.pro parce que on a volonté à créer les fondations d'un bon service de coaching. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Chercher un nom qui claquait, qui finissait un peu en on, tout ça, et je sais pas, après de nombreuses discussions avec ChatGPT, Fondation.pro est ressorti, et ça me parlait bien, ça faisait sens par rapport à ce que je voulais transmettre. Ok, incroyable. Parce qu'en plus, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça remonte. Et en plus, du coup, je suis aussi en mentoring avec toi maintenant depuis... là, on va entamer sur le 5e mois, du coup. Voilà, Ouais, 5e mois, ouais. c'est ça. Et donc, là, t'es à Dubaï. C'est quoi un petit peu tes raisons de t'être... Enfin, on peut pas dire expatrié, parce que c'est plutôt une visite. Oui, et moi du coup, c'est intéressant qu'on en parle, parce que moi du coup, je suis expatrié à la base. Je suis expatrié du coup en Roumanie, à Bucarest, depuis maintenant 1 an tout pile, un an et 1 mois. Je me suis expatrié à Bucarest en octobre 2024, du coup également avec Romain Méchin, mon collaborateur chez Young Trainers. On a une colocation là-bas à Bucarest. Et du coup, là, je suis à Dubaï depuis 1 semaine et demie. Bon, plus en guide, on va dire, de repérage, de vacances, enfin, c'est repérage slash vacances, mais slash vacances qui n'en sont pas, parce qu'en réalité, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là ce matin là-dessus, une vidéo facecam où je parle un peu de tout ça et du fait que j'ai quasiment rien fait à Dubaï à part bosser et vite fait bouger le soir, mais genre de manière très très succincte, donc c'est-à-dire pas du tout ce que font la plupart des gens à Dubaï. Donc, j'ai pas du tout fait de networking ou ce que les gens conseillent de faire à la base, ou même fait un peu de trucs de touriste. J'ai vraiment, ouais.
bosser comme je bosse quand je suis à Bucarest, c'est-à-dire 12 heures par jour à ne pas sortir et à faire éventuellement un training le soir. Donc bon, c'est pas ce que je conseille hein, quand on vient dans un pays comme ça, mais c'était ce que j'ai fait moi. On pourra en parler d'ailleurs, le pourquoi est-ce que je décide de faire ces choix-là. Mais voilà, du coup, là, ça fait une semaine et demie, je repars après-demain. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu as vu une différence sur ta productivité en étant à Dubaï? Sur du coup les mêmes heures de travail, j'imagine. Bah, automatiquement, elle est moins importante, étant donné que du coup, je suis pas dans mon propre environnement. J'ai pas mon bureau, j'ai pas mon PC, là, je suis sur mon MacBook. Donc forcément, après, j'ai la même productivité que lorsque je suis en France chez mes parents, tu vois, et que du coup, bah, forcément, je suis pas chez moi à Bucarest où j'ai tout mon environnement. J'ai pas mon lit, je dors moins bien. En fait, du fait aussi qu'il y a un décalage horaire, même s'il est minime, hein, par rapport à la France, c'est 3 heures, par rapport à Bucarest, c'est 2 heures. Donc c'est pas énorme, mais du coup, automatiquement, ça fait que ça décale un peu mon organisation, ce qui m'amène du coup à me lever plus tard et du coup ça me décale un peu tout ça et même je veux dire quand je suis à Bucarest je sais précisément, j'ai pas besoin de regarder mon agenda pour savoir ce que j'ai à faire à telle heure parce que c'est précis, je sais qu'à mes consultes commencent à telle heure, je sais que je dois publier mes stories à telle heure. Là il y a cet aspect justement réflexion qui se ramène et qui se rajoute, ce qui fait que ça m'amène des fois à faire des choix qui sont pas les meilleurs. Des fois je planifie des consultations parce qu'en fait juste je me gourde d'heures, c'est con mais c'est des trucs qui se produisent quand t'es pas dans le bon pays et du coup, des fois, tu finis plus tard le soir parce que du coup, tu as rajouté des actions, tu n'as pas pu faire les autres. Et par conséquent, tu dors moins bien. Et par conséquent, le lendemain, tu es moins productif. Donc, du coup, je dirais que ça a un impact plus négatif qu'autre chose, le fait que je sois à Dubaï. Mais c'est pas spécialement Dubaï, c'est juste le fait d'être dans un environnement externe. Moi, je bosse beaucoup mieux quand je suis dans ma routine. Ok, ok. Mais parce qu'en plus ici il fait assez chaud, ça a un impact ou pas aussi? Non, parce qu'en vrai, alors là, du coup, on est en novembre, donc il fait pas si chaud que ça. Enfin, il fait chaud, hein, mais je pense que si tu compares à l'été, je suis jamais venu, c'est la première fois que je viens à Dubaï, donc j'ai pas vraiment de comparatif, mais là c'est très agréable. D'accord, t'as l'impression d'être dehors, t'es sous la couette. C'est pas du tout quelque chose qui est insupportable comme ça pourrait potentiellement, je suppose, l'être quand c'est l'été. Donc ça le fait. Et puis à l'intérieur, quand t'es dans n'importe quel appartement, tu vois, il y a la clim, enfin voilà, t'es pas à plaindre là-dessus, quoi. Ok, trop trop bien. Et t'aimerais potentiellement y habiter à terme? Bah écoute, je sais pas. Je sais pas. Le projet, c'était un peu ce que j'avais en tête, effectivement, en venant ici en guise de repérage. Je pense que je suis biaisé par le fait que dans mon environnement du Airbnb, je suis pas très à l'aise parce que bah, c'est un petit Airbnb, on avait pris un grand, puis là le deuxième, il est plus petit, on s'est fait un peu surprendre. Du coup, bah, pas de bureau, pas d'endroit pour vraiment bosser. On a juste, enfin moi je bosse sur le canapé, mon collaborateur Lucas, qui est également qui est mon collaborateur chez Fondation, je pourrais en parler après, parce que je pense qu'on va peut-être parler un petit peu de l'aspect technique, comment j'organise mon business, qui du coup avec moi aujourd'hui, et pareil, bah, lui du coup on bosse à côté, bah, bref, c'est pas du tout, ça fait un peu training camp, tu vois, genre on est un peu à se marcher sur les pieds et à faire tout à l'arrache, mais bon, c'est aussi stimulant, parce que finalement tu essaies de travailler sur une forme de flexibilité que je pourrais ne pas développer si j'étais dans mon propre petit environnement. Mais pour revenir à ta question initiale, qui était du coup si je me voyais vivre à Dubaï, en réalité, je pense que oui, mais pas à l'année. D'accord. Je pense que ça peut. Moi, dans l'absolu, j'aimerais vraiment avoir une vie où je pourrais avoir des chez moi un peu partout. J'aimerais pas être en mode, tu vois, digital nomade, tu sais, le fameux truc où le mec bosse juste avec son PC portable et il se met dans Airbnb et il grind tout seul. Moi, j'aime bien avoir mes environnements qui sont calibrés avec ma chaise de bureau, avec mon PC, avec tout qui est tout pareil, d'accord, comme j'ai à Bucarest, mais potentiellement dans d'autres pays. Et je pense qu'effectivement, Dubaï serait l'un des pays sur lequel je me retrouverais bien d'être de temps en temps, comme je me verrais bien rester un peu à Bucarest aussi et potentiellement ailleurs, etc. Ok, sympa. Pour rentrer un peu plus dans Fondation et dans ce que tu fais actuellement, on voit enfin moi je vois les stories ou même dans le groupe WhatsApp, les gens qui arrivent tous les jours chez Fondation, vous êtes beaucoup, enfin t'acquéris beaucoup de clients en grande quantité, etc. C'est quoi un peu le process derrière tout ça? Comment est-ce que toi tu fais ton acquisition? Mon acquisition, ça vient principalement par l'organique. Organique prospection, full Instagram. Instagram, plus depuis quelques temps, du coup, je développe un petit peu plus ma chaîne YouTube où je fais du format long. Ça a toujours été un truc que j'ai mis en place, notamment plus quand j'étais du coup coach fitness. J'avais mon podcast, Swing Trainers, qui à ce moment-là s'adressait un petit peu plus. Enfin, c'était un peu un podcast où on parlait de coaching, d'accord. On parlait pas de business, on parlait de coaching. Là, plus on avance dans le process, plus finalement je parlais également de business dedans. Mais du coup, j'ai beaucoup acquis des clients fitness là-dessus. Et avec Fondation, c'est pareil finalement. Je crée du contenu organique. Je bombarde à mort sur Instagram de contenu organique. Je bombarde des preuves sociales tous les jours en story, tous les jours en post. Enfin, pas tous les jours en post, mais en tout cas tous les jours en story. Et au moins 3 4 fois semaine en post. Je bombarde de valeur en post tous les jours. J'ai 3 posts par jour qui sortent sur Instagram. D'accord, au moins 2 posts de valeur quotidiennement et quasiment tous les jours
une preuve sociale, que ça soit un témoignage facecam, que ça soit une performance client, genre il est passé de X nombre de clients à X nombre de clients ou X nombre de chiffre d'affaires, X nombre de chiffre d'affaires, euh, que ça soit également des retours également écrits de clients qui sont satisfaits, c'est vraiment des trucs qu'on met en avant tout le temps. Et ça passe par ça au niveau de la création du lien de confiance. J'ai peu de personnes qui agissent par genre un tunnel de vente classique. C'est, je sais pas, je mettrai une landing page ou un truc comme ça. De toute façon, j'ai pas de landing page, mais j'ai pas de personnes, je sais pas, qui cliquent sur le lien dans ma bio ou très peu en réalité. D'ailleurs, je pense que je vais changer un peu cette phrase sous peu, mais en gros, actuellement, j'ai un lien WhatsApp en bio qui serait du coup juste pour prendre des informations immédiatement. Et j'ai peu de personnes qui agissent comme ça, mais par contre, via la prospection que je fais et via l'apport de valeur que je fais, parce qu'en fait, en prospection, je m'y prends de la même façon que je m'y prends lorsque je suis en train de faire mon contenu organique, c'est-à-dire je donne de la valeur à mort, j'aide de fou mon client, enfin mon prospect, et je lui propose un appel après lui avoir parlé de cas client également. Ça passe par l'envoi également de value asset quelquefois. J'ai un processus de nurturing que je mets en place aussi où dès que la personne du coup interagit avec moi, je me note de lui envoyer des value assets régulièrement. En tout cas, dès que j'en sors un, je lui envoie parce que je me dis que ça pourrait l'aider. Si jamais cette vidéo-là peut l'aider, ça me permet après de reprendre contact, de savoir un peu où il en est. En fait, mon but, c'est vraiment d'aider, aider, aider, aider. Et au moment où je vois une brèche, au moment où la personne me dit, bah écoute, là, je t'avoue, je galère de fou sur X trucs et que je l'ai déjà aidé, je lui propose de faire une consultation. La consultation, je lui apporte encore plus de valeur. Si je vois que je peux l'aider davantage, je lui propose de commencer un mentoring ou je lui montre en tout cas comment je pourrais fonctionner pour un mentoring. Il veut commencer direct, parfait, let's go. Il veut pas commencer tout de suite parce que problème technique, ok, on planifie un R2 et on refait un point du coup R2 où il en est. S'il veut commencer à l'instant nickel, s'il veut pas commencer R3, etc. C'est un peu ma stratégie. Ok, ouais, parfait. Et t'as combien de calls qualifiés environ par mois actuellement? Alors, je vais te dire ça. Je vais te dire tout de suite, parce que du coup, je note tous mes KPI, bien sûr, chose que je conseille de faire. Et ça, c'est un truc important. Alors, peut-être, je sais pas qui vous écoute, vous. Je pense que c'est des gens peut-être qui sont axés déjà un peu business. Du coup, c'est des trucs qu'ils maîtrisent. Mais moi, tu vois, dans ma cible, les coachs fitness, certes, c'est des business, mais en vrai, c'est, tu vois, je dis tout le temps, je fais du B2B, mais en vrai, c'est un peu du B2C parce que c'est des gens qui sont des business, mais qui sont pas assez éduqués. Enfin, on est vraiment sur le départ du business. Tu vois, le coaching, le coach fitness, il n'est pas non plus aussi éduqué que sur le business que peut l'être quelqu'un qui se tape des vidéos de marketing, qui regarde les value assets de Mathis Clouet, tu vois ce que je veux dire? Genre, il connaît même pas les termes KPI, tu vois. Et moi-même, il y a quelques mois, je connaissais pas forcément les termes là, ou du moins, j'avais pas en tête toutes les KPI qu'il fallait track, tu vois. Et c'est vraiment moi-même, en étant bah, du coup maintenant mentor et coach business, que je me suis rendu compte de tous les KPI qui étaient intéressants à traquer. Donc, je vais te dire un peu ce que j'ai pu faire du coup sur le mois en termes de purement call. Souvent, là, tu vois, le mois d'octobre, qui a été, en fait, je fais souvent à peu près 20 calls par mois, entre 30 et 20 calls par mois. Tu vois, juillet, j'avais fait 35, c'était le lancement de mentoring officiellement. Ensuite, j'ai fait 20 en août. Septembre, ça c'est intéressant qu'on en parle parce que tu vois, septembre, c'était le moment où j'avais encore mes clients fitness et où je me suis déplacé en compétition. Du coup, j'ai eu moins de calls parce que j'avais moins d'input, je mettais moins de posts, je mettais moins de stories parce que c'était conscientisé, hein, c'était parce que j'avais d'autres choses à faire à l'instant T. Du coup, j'ai eu 10 calls, 8 calls, pardon. Et là, octobre, j'ai eu 19 calls. Et tu vois, 13 closés sur 19, donc un taux de closing à 68%. Mais, ouais. Mais après, l'échantillon n'est pas énorme. Tu vois, souvent, quand j'étais à 35, après là, j'ai augmenté mes prix vers août. Donc du coup, c'est plus représentatif. Moi, je suis entre 40 et 60% de closing. Là, j'ai un bon taux de closing, honnêtement. Et je traque aussi un truc que je conseille de traquer, c'est le pourquoi les gens t'ont dit non. Parce qu'il y a des gens qui refusent enfin, en fait, le refus peut des fois biaiser le taux de closing. En gros, le taux de closing va te permettre de savoir du coup quel prix est-ce que tu vas mettre au niveau de ton accompagnement. Mais des fois, le fait d'avoir trop de refus, parce que tu ne traques pas la raison du refus, tu pourrais te dire, ok, mon prix est du coup trop cher, du coup je le baisse, ou au contraire, je ne l'augmente pas alors que je pourrais l'augmenter. Là où en fait, si tu traques la raison du refus, tu vas pouvoir savoir si en fait c'est ton prix le problème ou si c'est autre chose le problème. Là, tu vois, j'ai personne actuellement au niveau de mon prix qui me dise, ah non, c'est vraiment trop cher pour moi, tu vois. C'est toujours une raison en fait, j'aurais été je sais pas, 25% moins cher, c'est-à-dire mon prix de départ, parce que j'ai dû augmenter, je sais pas, de 25 ou 30% quand j'ai lancé comparativement à maintenant, même non, un peu plus, je pense 40-50%. Euh, Bah en fait, les gens à 40% de moins, ils m'auraient pas pris l'accompagnement, tu vois. Juste parce qu'ils ont juste pas la thune, tu vois. Ou pas la compréhension tu sais, du côté j'investis pour avoir un retour sur investissement, tu vois, sur des choses qui vient beaucoup chez les. Genre, moi, je prends un accompagnement, tu vois, je pourrais lâcher 10K si je sais que le mec, il va m'en faire gagner 20 de plus chaque mois. Ça, c'est clair. Mais il y a beaucoup de gens qui captent pas ce truc-là, tu vois. Mais c'est vraiment et je me souviens de moi quand j'étais coach fitness et quand j'ai pris des accompagnements moi-même en tant que coach fitness pour prendre des mentorings. Et je me souviens de moi qui ne pensais pas comme je pense maintenant.
et qui voyaient juste la sortie et qui voyaient pas l'entrée. Or, il y avait un ROI, tu vois. Il y avait un ROI qui était important. Mais je me rendais pas compte, tu vois. Et parce que c'est vraiment une façon de penser, tu vois, qu'on n'a pas en tant que coach fitness, qu'on n'est vraiment pas éduqué autour finalement de tous ces aspects du business et tout ce côté comprendre qu'en fait, quand tu sors de l'argent, bah, en fait, si tu sors de l'argent, il peut y avoir de la rentrée du fait que tu l'as sorti à la base. Et ça, c'est un truc qui est complexe à comprendre en réalité. Hmm. Et toi, justement, la transition entre coach fitness et maintenant avoir l'accompagnement, elle s'est fait comment, par quoi? C'est fait par Instagram, c'est fait par le podcast Young Trainers. On avait déjà une très bonne base de coachs qui nous suivaient sur Young Trainers. Donc en vrai, il y avait un gros lien de confiance que j'avais pu réussir à développer avec beaucoup de coachs. Que ça soit parce que certains, je les coachais également, hein. Moi, j'ai eu dans mon coaching fitness beaucoup. Je pense que 40%, ou entre 35 et 40%, je te dis un chiffre au pif, mais en gros, un tiers des personnes qui suivaient l'accompagnement étaient coachs. Parce qu'en gros, à la fin de mon coaching fitness, j'amenais les choses sur un côté éducatif slash mentoring, tu vois, sous-jacent. Je disais en gros au coach que bah, s'ils me prenaient en coaching, on pouvait également aborder de manière officieuse leur business et le développement de leur coaching parce que ça me faisait kiffer en fait. Et moi, du coup, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai commencé à vouloir avoir en tête déjà de lancer mon mentoring, en fait, j'ai déjà réfléchi à comment est-ce que je pouvais moi-même m'éduquer pour être un bon mentor quand je lancerai mon offre. Et du coup, bah, en fait, j'ai juste fait ça gratuitement auprès des coachs que j'avais, pas forcément via des consultations, mais en fait, j'avais un tracking quotidien. Enfin, j'avais créé un petit document de merde hein, à l'époque, mais qui était un petit truc où en fait, je faisais traquer les actions auprès de mes clients. Et en fait, en plus des bilans fitness que je faisais, je regardais un peu leur compte Instagram et je leur donnais des conseils en parallèle. Et je restais dispo s'ils avaient des questions. On avait fait un questionnaire en parallèle et tout. Et du coup, ça leur permettait d'avoir des résultats en plus qui n'étaient du coup pas liés au fitness et de moi de m'éduquer et de devenir un meilleur mentor au fil du temps parce que du coup, bah, je me suis rendu compte que les documents que j'avais créés à la base et la façon de faire que j'avais à la base n'étaient pas bonnes, normal, c'était le début. Et du coup, bah, tranquillement, j'ai commencé après à proposer des consultations auprès de certains coachs. Du coup, durant cette phase-là que je communiquais pas, hein, j'ai jamais fait de communication avant de lancer Fondation autour du mentoring. Je faisais déjà des consultings. Je récoltais les preuves sociales de ces consultations-là. Je récoltais un peu les témoignages que j'avais. J'avais déjà eu en fait chopé au moins 2 témoignages facecam déjà à l'époque et 3-4 résultats clients avant même de lancer Fondation. Ce qui fait que j'avais vraiment créé un drive avec tous les messages dès que je recevais un message d'un mec qui me disait putain j'ai gagné des clients, ah putain j'ai fait plus 1000 de CA machin, boum je screenais, je mettais sur le drive et du coup ce qui faisait que quand j'ai lancé Fondation, mais mec j'avais déjà de quoi faire. Là où la plupart des gens ils commencent sans même avoir pré-shot le début, tu vois. Et c'est exactement cette façon-là que je m'y suis pris quand j'ai lancé mon coaching fitness il y a 4-5 ans. J'avais commencé à coacher gratuitement, commencé à faire des avant-après, commencé à récolter des preuves sociales. Je ne l'avais pas conscientisé autant de la même façon que je l'ai conscientisé maintenant. Mais du coup, ce qui fait que quand j'ai lancé mon coaching, en fait, j'avais déjà des avant-après. Donc mon prix était justifié. Là où maintenant, si j'aurais pas fait ça du coup avec Fondation, bah du coup j'aurais pas pu justifier d'un prix élevé ou en tout cas pas pu justifier même tout court d'une crédibilité parce que j'avais juste pas eu de résultats, tu vois. Là j'ai lancé Fondation, j'avais déjà des résultats. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que tu coachais des gens qui étaient eux-mêmes coachs sportifs, au lieu que, enfin, alors que il y a beaucoup de gens qui peuvent coacher, je sais pas, des femmes en surpoids, des hommes en surpoids, etc. Toi, tu es vraiment spécialisé avec des gens qui ont quand même des grosses connaissances, etc. Ouais, en fait, je me suis spécialisé, mais sans spécialiser, tu vois, c'était pas ma cible vraiment. Quand j'étais dans le coaching, j'avais une cible, on va dire, un petit peu plus axée bodybuilding, de personnes éduquées quand même. J'avais pas enfin, je coachais des personnes. Il y a une différence entre qui est-ce que tu cibles et qui est-ce que finalement tu as. J'avais quand même beaucoup de personnes qui venaient, qui étaient juste des gens lambda, perte de poids, basique, etc. Moi, je ciblais quand même principalement de la prise de muscle, principalement des personnes qui avaient volonté un jour à faire des compétitions. Finalement, j'étais pas non plus arrivé à un stade où j'avais une majorité de ces personnes-là, mais j'avais quand même beaucoup de personnes qui venaient, qui étaient coachs ou futurs coachs, et qui venaient principalement en fait par le fait que je prospectais très très bien. Tu vois, j'ai toujours un très bon skill de prospection, en tout cas je l'ai développé au fil du temps, et ma capacité à prospecter venait du fait qu'en fait j'amenais les choses en mode, bah en fait si tu viens chez moi, également tu auras un ROI, parce qu'en fait le problème du coaching fitness c'est que tu gagnes pas de thunes. Enfin, en fait tu fais pas gagner de thunes à la personne qui vient, tu vois. Tu peux du coup appuyer sur le point de douleur en mode perte de poids, en mode prise de masse, tout ça, mais quand la personne signe chez toi, il n'y a pas ce truc de t'investis, tu gagnes de l'argent. Moi, j'appuyais sur le fait que les mecs investissaient genre 200 balles chez moi mensuellement, tu vois. Mais en fait, auraient pu avoir, s'ils gagnaient juste un client via un type que de leur donner, bah, en fait, ils remboursaient quasiment le coaching fitness. En plus du fait qu'ils avaient aussi envie de progresser physiquement. Et je leur mettais aussi en avant qu'ils étaient plus musclés, ils avaient automatiquement plus de clients. Donc ça, c'était vraiment la stratégie que j'avais mis en place, on va dire, officieusement via ma prospection.
mais officiellement, je l'avais pas je l'avais conscientisé, mais je l'avais pas mis en avant. Et je pense qu'en vrai, ça aurait été une très bonne strat de la mettre en avant si j'aurais continué dans cette voie-là, tu vois, en mode je coach les coachs fitness enfin, ça aurait été une forme de mentoring slash de coaching, tu vois. Ça aurait pu le faire en vrai, hein. J'aurais pu même mettre un prix qui était plus élevé, tu vois, par conséquent. Mais j'ai pas fait ça. Ok, ok, stylé. Et maintenant, une fois que on a vu un peu comment fonctionne ton acquisition, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment volume, qualité, donner beaucoup de valeur. Et en vrai, c'est quelque chose qui peut se retrouver à n'importe quelle niche, qui peut s'appliquer pour à peu près n'importe qui nous écoute dans le business en ligne. Une fois que tu as toutes ces personnes-là, comment est-ce que tu gères la delivery justement de fondation avec plus de 50 clients sous gestion, si je dis pas de conneries? Ouais, doit être à, faudrait que je recompte, mais là actuellement, on doit être avoir une cinquantaine actifs. Euh, Comment est-ce que je gère la delivery? Alors, je vais expliquer comment est-ce que j'ai commencé à le gérer et où est-ce que j'en suis maintenant. Parce que c'est intéressant, parce que du coup, ça montre les problèmes. Parce qu'en fait, un business, c'est toujours des problèmes. C'est-à-dire que ton problème de départ, c'est d'avoir des leads. Et en fait, une fois que tu as des leads, une fois que tu as réussi à les convertir, bah, c'est de gérer cette fameuse délivrabilité et de faire en sorte de ne pas nuire à la délivrabilité, tu vois. Mais du coup, si tu veux continuer à scale, il faut que tu trouves des moyens qui, toi, t'enlèvent un peu de la délivrabilité pour que tu puisses être dans ta zone de génie et continuer à faire grossir le business, à être la tête d'affiche, etc., à faire les calls de vente, etc. Moi, à la base, je mets en avant, enfin, l'accompagnement, c'est 2 consultations par mois. Une dispo WhatsApp 7 sur 7. C'est un groupe qui est dédié à l'accompagnement où également, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon CSM, Lucas, qui à la base en fait, à la base, on était 2 CSM. C'est-à-dire qu'il y avait moi qui gérais, on va dire, la délivrabilité, qui faisait les consultations, et Lucas qui faisait des bilans hebdomadaires de la même façon que je délivrais en fait, il y a encore des gens, maintenant, il est encore sur ce format-là, d'ailleurs, vu qu'il est là depuis longtemps. Mais au début, je faisais ça, d'accord? C'était 2 consultes et délivrabilité au niveau bilan hebdo par Lucas et dispo WhatsApp 7 sur 7. Lui comme moi, il y a un groupe dédié à l'accompagnement où il y a les gens qui viennent sur le groupe, enfin, il y a les membres qui sont onboardés sur un groupe où il y a moi et Lucas dessus et on répond aux questions. Lucas, il est là lui, il a vraiment la casquette contenu. À la base, il est copywriter, il est monteur. Enfin, c'est mon head of content, on va dire, à la base. Et du coup, c'est moi qui l'ai mis là-dessus, parce qu'il est très, très, très chaud, meilleur que moi au niveau de l'aspect technique et même sur certaines choses liées au contenu. Du coup, là, ça fait vraiment sens. Là où moi, je suis meilleur que lui au niveau de la prospection, au niveau de la stratégie, the big picture, on va dire, j'ai un peu une meilleure vision par rapport à tout ça. Et du coup, comment je délivre à l'époque, c'était ça, c'était 2 consultations par mois, un bilan hebdo par Lucas. Finalement, on s'est rendu compte que le bilan hebdo avait de moins en moins de sens pour beaucoup de personnes parce qu'en fait, il y avait de moins en moins de choses à dire d'un point de vue hebdomadaire. Donc, on a commencé à se dire, même pour que moi je puisse gagner du temps et que ça fasse plus de sens, que lui fasse une consultation mensuelle et que moi je fasse également une consultation mensuelle. Et du coup, ça faisait que moi j'étais sur la stratégie générale mensuellement et Lucas sur la stratégie, on va dire, appliquer ce que j'avais demandé de faire et également de checker le contenu. Lucas, je l'ai formé en parallèle, du coup, il participait également en binôme avec moi à toutes les consultations depuis des mois et des mois, hein, depuis que j'ai lancé en fait, même au tout début. Comme ça, du coup, il apprenait lui-même à comment moi je coachais réellement dans le mentoring. On faisait également des one-one, lui et moi, où on parlait des différentes problématiques pour qu'il puisse s'éduquer aussi là-dessus. Et là, l'objectif, c'est de l'amener à être quasiment CSM complet de l'accompagnement. En gros, là, sur les prochaines rentrées que j'ai, les prochains onboarding vers mi-novembre, décembre, on a vraiment lancé ça récemment. C'est un peu le big projet parce que du coup, actuellement, j'ai plein de leads. Mais du coup, j'ai pas mal de leads. Ça va être, non, on est aussi en train de créer un système qui va nous permettre d'en avoir davantage. Mais j'ai pas mal de leads. Du coup, il faut que je puisse continuer à maintenir la même délivrabilité sans me fumer à la tâche. Enfin, je me fume à la tâche, mais en ayant une possibilité de me fumer à la tâche sur d'autres tâches, tu vois, qui me permettent de maintenir, par exemple, toujours un school qui s'entretient avec d'autres vidéos. Là où, du coup, j'avais ralenti un peu la cadence au niveau des vidéos sur le school depuis quelques temps, parce que justement, beaucoup de consultations, parce que beaucoup d'appels découvertes, parce que toujours un maintien de la même délivrabilité. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que Lucas fera maintenant les 2 consultations mensuelles. Et moi, je vais être sur une consultation au début, l'accompagnement, pour en gros lancer un peu l'accompagnement et expliquer la stratégie générale. Je vais être au milieu. Au bout de 2 mois, on fera une consulte avec moi pour redéfinir la stratégie générale. Lucas va continuer à chaque fois d'appliquer les choses durant les consultes. Donc en fait, il y aura même plus de consultations vu qu'il y aura Lucas qui sera en full-time consulte par mois et moi qui vais me rajouter mensuellement quand il y en aura besoin également, parce qu'en gros, le client, il pourra prendre des consultations quand il souhaite. Si vraiment il y a une problématique que Lucas ne peut pas gérer, il pourra prendre une consultation one-one avec moi si besoin. Et il y aura les consultations imposées avec moi qui seront en rajout et qui seront en réalité où il y en aura moins de moi, mais plus efficaces parce que finalement, je vais être que sur la stratégie, tandis que Lucas va être vraiment sur le contenu et sur l'application de la stratégie. Du coup, c'était assez complexe en fait de réfléchir à comment est-ce qu'on allait délivrer ça et comment est-ce qu'on voulait, parce que
comment est-ce qu'on voulait, enfin comment est-ce qu'on aurait pu maintenir une très bonne délivrabilité, parce qu'on a vraiment un très haut taux de satisfaction client actuellement, parce que ça vient du fait que les gens justement sont en one-one avec moi assez facilement. Et du coup, on voulait maintenir ça, mais faire en sorte que j'ai quand même un peu moins de temps dédié au consulting pour que je puisse me concentrer aussi sur maintenir une bonne délivrabilité au niveau du suivi en lui-même, c'est-à-dire avoir un school qui continue à se remplir, pouvoir continuer à préparer les lives, parce que du coup, on a également des lives hebdomadaires. On fait des lives hebdo chaque semaine et on fait du consulting 2 fois par mois, tu vois, où il y a quand même du one-one, plus le suivi WhatsApp, où j'ai 3 créneaux dans ma journée où je réponds WhatsApp. Lucas, c'est pareil. Et du coup, tu vois, j'ai toujours une disponibilité WhatsApp 7/7. Je bosse tous les jours de la semaine. Donc il y a quand même une grosse partie délivrabilité. Je voulais pas que ça baisse parce que du coup, on a aussi un fort taux de parrainage. On bosse aussi là-dessus. Ça vient aussi pas mal de ça parce que du coup, j'offre 250 € en fait à chaque personne qui nous ramène des gens dans l'accompagnement. Littéralement, je fais un virement, tu vois. Euh, Ce qui fait que les gens sont déter à nous ramener des gens s'ils sont contents en plus, tu vois. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça vient, parce que les gens sont contents, ils nous ramènent des gens. En plus, il y a un petit cadeau à la fin, donc c'est cool en plus. Du coup, on est parti là-dessus. Donc en gros, consultation, on va dire, tous les 2 mois avec moi et toutes les 2 semaines avec Lucas. Et toujours suivi WhatsApp 7/7 avec le live hebdo. Et voilà. Ouais, j'ai vu que le live 2, tu l'as lancé récemment. Ouais. Enfin, ouais, des petits lives le dimanche ou je sais pas quel jour. Ce genre de choses, est-ce que tu as pu en voir des bénéfices pour les gens qui souhaitent justement améliorer leur délivrabilité? Tu veux dire pour mes clients? Ouais, à quel point c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, t'as tout le monde en même temps. C'est un gain de temps, je pense. Ouais, après, il y a un bénéfice parce que forcément, alors il y a un bénéfice, on va dire, toute proportion gardée, parce que tu vois, là, j'ai 50 personnes. Les lives, ils sont à peu près une dizaine de personnes, tu vois. Donc finalement, il y a pas tant de monde que ça. Ça va dépendre des jours, mais on est ouais, entre 10 et 15 membres qui viennent sur 50. Après, je suis sur un business qui forcément, on fait ça le vendredi matin. J'ai fait en sorte justement de placer la date. Parce que je fais régulièrement des sondages. T'as du coup dû le voir aussi, Manel, sur le groupe pour savoir concrètement quelles sont les meilleures disponibilités de chacun, tu vois. Et souvent, c'est le vendredi matin. Donc, j'ai essayé de placer ce live-là le vendredi matin. Et on a beaucoup de personnes qui ne viennent pas parce que juste ils bossent, tu vois. Et du coup, bah, ils regardent les rediffs. On met toutes les rediffs sur le school. On met également les timecodes. Les membres peuvent aussi poser leurs questions même s'ils viennent pas au live, parce que du coup, on a un process où on envoie les Google Forms, un Google Form où les gens peuvent poser leurs questions, comme ça on y répond pendant le live, et du coup ils ont la réponse même s'ils sont pas là. Du coup, voilà, également, le live, en fait, me sert pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de mentoring et d'accompagnement où, en fait, les lives servent aussi de présentation d'un nouveau concept, tu sais, et après, ils cut le passage, ils en font une vidéo, c'est un peu, ils font un peu les deux en même temps, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a le live, mais ça sert aussi de vidéo formation, tu vois, pour les autres membres. Moi, j'aime pas faire ça. Pourquoi? Parce que je préfère largement que le live soit un peu un rappel de ce que j'ai dit dans le school, et que le school soit vraiment des vidéos qui soient formatives, c'est-à-dire enfin, qui soient en mode formation. Là, je suis sur une mind map, j'explique complètement par A plus B comment tu dois faire ta prospection, plutôt que d'être dans le live, d'être peut-être interrompu par un mec qui veut poser une question. Enfin, tu vois, je préfère vraiment que le live soit le live, qui est la rediff avec les points qu'on aborde, un peu un truc un petit peu plus officieux, un petit peu un truc un peu moins travaillé que sur le school classique, mais qui amène quand même de la valeur pour les personnes qui voudraient du coup regarder les rediffs. Ok, Ouais, ouais, je ok. vois. Ok, très bien. Trop bien. Vas-y, Emmanuel, je te laisse si t'as des Yes. petites questions. Et donc, parce que du coup, je suis dessus, t'as le school qui est où c'est écrit donc payant et le school gratuit. Est-ce que tu aimerais bien faire le school payant pour que n'importe qui puisse le prendre et non que les membres du mentoring? Ça, c'est une question que je me pose et c'est un peu en cours de réflexion, on va dire. C'est-à-dire, est-ce que je fais un low ticket qui permettrait aux gens de peut-être de venir. Actuellement, ce que j'ai en tête, c'est d'avoir. Parce que oui, c'est vrai que j'ai pas tout dit, hein. J'ai aussi un school gratuit. Du coup, le school gratuit, en réalité, dessus, je mets les value assets que je publie sur YouTube, je les mets en amont, enfin, je les mets quelques jours avant sur le school. Et je mets également les extraits de live du school payant sur le school gratuit. Je mets pas tout le live, mais je mets juste la premier passage justement de la présentation, de la première présentation. Comme ça amène un petit peu plus de valeur quand même. Donc je le donne gratuitement aux membres du school gratuit. Donc c'est un peu une ouverture vers le school payant. En plus sur le school gratuit, ce qui est bien, c'est qu'il y a, je blinde l'école to action pour réserver des consultes. Donc je pense que c'est un peu un tout. C'est encore une fois, on fait du volume aussi là-dessus. Et j'ai pas envie, pour l'instant en tout cas, de faire quelque chose de très low ticket, type 50 balles ou 100 balles, tu vois, mensuel. Je préfère large, parce que là, ça fonctionne déjà très bien comme ça pour l'instant, par rapport à nos objectifs. Je préfère largement faire
le school gratuit, enfin gratuit, et ensuite high ticket. Enfin, du moins, enfin, moi je suis pas sur un big high ticket, mais voilà, sur un prix qui est quand même plus élevé. Et c'est tout. Pour l'instant, je fais simple comme ça. Ok, ok, ok. Ouais, c'est vrai que comme ce que tu fais, en faire un gratuit, le nombre de personnes qui vont le rejoindre, ce serait sûrement plus intéressant que de le faire payer. Ouais. Après, j'avais aussi en tête de pourquoi pas faire un mini cours payant sur le school gratuit qui entraînerait du coup la personne à payer ce mini cours et par conséquent s'engager un peu mentalement et Ouais, ensuite faire ce qu'on appelle un rollover upsell où en fait je dirais imaginons elle a payé 200 balles tu vois pour le cours. Dans le cours il y aurait du coup une consultation qui serait offerte où on analyserait un peu ce qu'elle fait. Je lui proposerai l'accompagnement dans la consultation et j'enlèverai par exemple les 200 € de l'accompagnement parce que finalement elle les a déjà lâchés dans le mini cours. ouais, c'est la stratégie, on en avait parlé Ça dit quoi? ensemble. Quand on s'était vu, tu sais, la stratégie, quand on Ouais. s'était vu en IRL. Yes. Ok. Donc moi j'avais aussi une question. Comment tu vois le futur avec Fondation? Est-ce que tu as des gros projets? Tu as un CA que tu aimerais viser? C'est quoi les objectifs? Ouais, alors au niveau des CA et au niveau des gros projets, alors je peux parler des gros projets, le chiffre d'affaires, c'est pas que j'aime pas trop en parler parce que j'ai des objectifs, mais en fait je mets toujours en avant que je veux juste aller le plus rapidement possible. Je me suis pas fixé de chiffre d'affaires pour la fin de l'année. Forcément, il y a des chiffres que j'aimerais faire, tu vois, 100 000 € par mois, c'est des chiffres voilà forcément qui sont faisables dans mon contexte, tu vois, et qui sont des chiffres que j'aimerais viser. Mais encore une fois, moi je vais pas me dire je vise ça pour tel mois ou pour telle année. Je vais simplement me dire, je vais aussi vite qu'il m'est possible d'aller, tu vois. Je résous à chaque fois les problématiques que j'ai. Là, actuellement, par exemple, c'est la délivrabilité, le fait de mettre Lucas également un peu plus en CSM. Une fois, je vais sûrement être lié à un autre problème bientôt. Et en fait, à chaque fois, je résous les problèmes, j'essaie d'avancer plus rapidement, que ça débloque un peu des paliers, et j'avance comme ça, tu vois. Et puis bah, là, je fais mes meilleurs mois à chaque mois, tu vois. Donc, ça va toujours le plus haut possible à chaque fois. Quelquefois, ça peut stagner ou quoi, hein, ça reste un business forcément, surtout dans ce contexte de mentoring où il y a pas autant de recurring que sur un autre business type coaching fitness où on est sur du mid-ticket, tu vois, low slash mid-ticket. Donc là, on est plus sur du high-ticket. Donc forcément, derrière, le recurring est moins important, même si j'ai un process on pourra en parler si vous voulez, pour favoriser le renouvellement. Ça, on pourra en parler après. Mais l'idée, ce serait ouais, d'aller le plus rapidement possible. Et par contre, par rapport au projet, bah, ça c'est intéressant parce que du coup, ça va en lien avec le fait d'aller le plus rapidement possible. J'aimerais lancer de l'IRL, faire des conférences IRL avec les membres de l'accompagnement, rajouter ça, on va dire, en plus, que ce soit pour le faire déjà en one shot, voir un peu si ça plaît, type le faire à Paris, faire des conférences, et également le faire en mode enfin, je veux dire recurring, ça n'a pas vraiment de sens, mais en mode régulier, avec genre le rendez-vous, je sais pas, trimestriel à Paris, avec tous les membres de l'accompagnement, tout gratuit pour tout le monde, tu vois, à chaque fois. Euh, Quitte à même faire, je sais pas, la bouffe offerte, l'hôtel offert, enfin, vraiment essayer de faire un truc le plus stylé possible, tu vois, pour que les gens ils puissent se dire à chaque fois quand ils voient mon offre, putain, il y a tellement de trucs, c'est une dinguerie, tu vois. Et également, si j'ai aussi envie de faire en sorte que mon accompagnement, qui actuellement s'axe sur le côté marketing, puisse s'axer aussi sur le côté éducatif pour coach. Le fait de faire en sorte justement que les membres puissent devenir des meilleurs coachs en plus de devenir des bons marketeurs. Bon, ça va un peu de pair dans la mesure où s'ils sont des bons marketeurs, ça veut dire qu'ils auront plus de clients, ça veut dire qu'ils auront plus d'expérience, ça veut dire qu'ils auront plus de moments où ils vont se remettre en question par conséquent, tu vois, et où ils vont s'améliorer. Mais j'aimerais du coup intégrer aussi un aspect éducatif. Ça passera du coup par le fait d'avoir des gens que j'impliquerai dans mon mentoring, d'autres CSM, on va dire, pour appeler des termes plus business, d'autres CSM qui vont eux être chargés de la délivrabilité au niveau de l'éducation. Il y a des lives, il y a des cours. Là pour le coup, ce serait qu'en live, il n'y aurait pas de one-one. Mais c'est clairement ce que j'ai en tête, notamment avec mon collaborateur Romain Méchard. Bon, là, je spoil un peu, mais je vais faire intervenir d'autres personnes comme ça, mais des gens qui soient spécialisés en nutrition, qui soient spécialisés en musculation. Moi, je pense que je serai également là pour faire des lives aussi sur cet aspect-là, mais également peut-être plus axé sur la délivrabilité au niveau du coaching pour favoriser les onboarding, créer rapidement des programmes, même délivrer facilement son coaching au niveau de l'organisation, bref, tout ce qui est cet aspect comme ça, et l'aspect plus technique coaching, même si moi je pourrais en parler parce que forcément je suis coach et je me suis éduqué là-dessus, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient plus passionnées d'en parler, et du coup j'intégrerai d'autres personnes là-dessus. Et l'objectif du coup de ces live IRL serait de faire en sorte de faire intervenir aussi d'autres personnes qui seraient spécialisées du coup dans des domaines différents. Ça peut être le copywriting, ça peut être du coup le coaching, ça peut être la nutrition, ça peut être le coaching présentiel. J'ai plein de noms qui me viennent en tête que je sais que je pourrais faire intervenir, et que ça soit un truc gratuit pour les membres de l'accompagnement, full valeur de malade mental, tu vois, et que les gens vraiment, en fait je veux vraiment que les gens
tout ce que je fais autour de l'accompagnement. Et puis, c'est que c'est tellement stylé que c'est obligé de prendre l'accompagnement, tu vois. Ça rend l'offre irrésistible, hein, un terme que vous connaissez vous deux. Et, euh, et voilà. Yes. Incroyable, ouais, les trucs en IRL, mec, pouah, ça peut être banger, hein. Ça peut Ouais. vraiment être pas mal. Bah, t'imagines la confiance des gens une fois qu'ils voient ça là, ils se disent putain, incroyable. Ouais. Ils voient les stories où tu ramènes, je sais pas, 30 personnes dans une salle où tu t'es là en Et mentor. puis la strat du coup que je vais faire pour faire en sorte de leverage un petit peu vers peut-être faire des vraies conférences du coup payantes à terme, Mhm. c'est d'utiliser, on va dire, ces moments IRL que je sois, on va dire, en négatif sur cet événement-là, enfin sur ces événements-là, parce que forcément c'est moi qui lâcherai la thune, mais d'utiliser ça pour justement que ça m'amène à faire des événements IRL payants à terme et potentiellement même très chers. Et j'utiliserai ça, du coup, ma stratégie serait de faire en sorte de faire venir un caméraman, tu vois, un vidéaste que j'ai déjà, avec qui je travaille régulièrement, qui s'appelle Bastien Bigstone, que j'accompagne d'ailleurs aussi sur le mentoring pour son offre à lui, qui me fait aussi mes vidéos quelquefois, enfin pas mes vidéos, mais en tout cas qui me fait quelques vidéos format long, vlog, etc. lorsque j'ai besoin, et qui est très compétent. Et du coup, l'idée serait de faire intervenir cette personne-là, enfin pas de le faire intervenir, mais de faire filmer ces conférences-là pour qu'il puisse justement, enfin pour que je puisse avoir pas mal de clips que je pourrais peut-être même utiliser en ads, parce que là c'est un truc aussi que j'ai pas lancé les ads. Potentiellement c'est un truc que je ferai peut-être en 2026, on verra. Donc ouais, le but c'est vraiment d'utiliser tout ça comme levier pour potentiellement faire l'IRL payant à terme et que ça soit aussi une part de mon business en plus de l'accompagnement classique. Hmm. Ouais, ok. Carrément, même pour mettre les formats sur YouTube, je sais pas, une petite Ouais, aussi, partie de hein. la conférence ou quoi. De fou, Ouais. de fou, de fou. Ouais, peut-être donner les conférences offertes du coup sur les membres de l'accompagnement, tu vois. Et j'ai vu qu'aussi tu t'étais lancé sur LinkedIn, pardon. Euh, c'est pour quelle raison? Encore une fois, faire le plus de volume possible, être partout. J'ai vraiment volonté d'être partout. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur. Ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, ils reçoivent tous les jours 2 posts par jour sur YouTube Community. Ces posts-là sont également sur LinkedIn, 2 fois par jour sur LinkedIn. J'ai également envie de lancer du setting aussi sur LinkedIn. Je vais aussi bientôt être sur ma. Enfin, je vais lancer aussi une liste mail avec des lignes magnétiques bientôt. Et comme ça, je serai également par mail aussi pour les personnes qui seraient du coup sur ma liste. En fait, j'ai vraiment envie, et c'est ce qui fonctionne, hein, d'être vraiment partout, d'inonder toutes les plateformes. Instagram 3 fois par jour, YouTube 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine quand je fais du podcast, LinkedIn 2 fois par jour, mail au moins une fois tous les 2 jours, à terme bien sûr, et, euh, et YouTube Community aussi une fois par jour, ou 2 fois par jour. Donc ouais, l'idée c'est vraiment d'inonder partout et d'avoir tellement de points de touche, tu vois, que même s'il n'y a pas beaucoup d'interactions, parce que j'ai pas beaucoup d'interactions sur mes posts, tu vois, je pense, bah tu vois, genre tu regardes mes likes sur Instagram, mec, je dois avoir, je sais pas, 15 likes, 20 likes, tu vois, alors que j'ai 1800 abonnés, j'ai vraiment pas grand chose, hein. Mais par contre, j'ai du coup des gens qui me voient littéralement tous les jours. Genre, je demande à chaque personne qui me follow, dès qu'ils ouvrent leur compte Instagram, ils voient ma gueule, tu vois. Parce que je poste 3 fois par jour. La probabilité qu'ils voient ma tête et qu'ils s'arrêtent du coup sur mon écran, enfin qu'ils s'arrêtent sur ma vidéo, elle est automatiquement beaucoup plus importante si je poste en volume, tu vois. Même si ça n'a pas explosé en termes de likes, même si ça n'a pas explosé en termes de vues. Je touche quand même beaucoup plus de personnes parce que tout le monde n'ouvre pas Instagram à la même heure. Et du coup, les gens, quand ils vont ouvrir Instagram, peu importe l'heure à laquelle ils vont ouvrir, c'est sûr qu'ils vont tomber au moins une fois sur l'un de mes contenus, tu vois. Et si c'est pas sur Instagram, ce sera du coup sur LinkedIn. Et si c'est pas sur LinkedIn, ils vont du coup ouvrir YouTube, ils vont me voir. Et si c'est pas sur YouTube, ils vont du coup ouvrir peut-être leur mail, et ils vont me voir. Enfin, tu vois, le but c'est vraiment que je sois partout. Et là, sur LinkedIn, pour l'instant, ça fonctionne bien ou pas? Non. Et on va essayer de travailler ça. On fonctionne pas bien pour l'instant. J'essaie de gagner un peu en relation du coup dessus, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas. Du coup, il faut demander des relations. Donc tous les jours, je demande des relations. J'essaie de faire en sorte justement de faire tout ça. Après, je prends pas en main, hormis les posts. Les posts, je les fais faire du coup par mon head of content, qui prend en gros mes posts. En fait, je travaille beaucoup à recycler mon contenu. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur Instagram, et j'essaie de le recycler sur YouTube, de le recycler sur justement LinkedIn. Également, des fois, ça m'arrive de publier quand j'y pense sur Thread, qui est du coup l'application d'Instagram. Et encore une fois, c'est pas pour exploser sur Thread, c'est juste que sur Thread, quand tu es sur Thread, du coup, quand tu postes un truc sur Thread, tu le vois la personne sur Instagram. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur Thread vraiment, mais sur Instagram, vu que c'est relié, en fait, des fois, les gens ils voient ton post sur le fil Insta, le petit thread que tu as pu faire, le petit tweet que tu as pu faire sur Thread, bah, du coup, ils le voient sur Instagram. Et du coup, c'est encore une fois un point de touche supplémentaire, un nouveau canal supplémentaire sur lequel je suis. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vraiment ce que moi aussi je pousse le monde à faire, c'est recycler.
C'est pas parce que tu as créé un contenu une fois qu'il doit plus jamais servir. Il n'y a pas tout le monde qui Exactement. l'a vu. Faut pas croire que t'as beau avoir 10 000 abonnés, les 10 000 ne tomberont jamais sur tous De tes fou. contenus. Donc reposte, même change juste le format. Tu sais, surtout, ça c'est hyper important parce qu'il y a plus besoin de toi une fois que tu es dans ce processus-là. C'est juste recycler. Enfin, t'as déjà dit les choses, t'as déjà donné l'idée, que ce Ouais. soit dans ton podcast, dans un format long, dans un Reels. Et après, tu peux en faire une story. C'est juste changer la forme en soi. Donc très smart sur ça. Et Ouais. c'est comme ça que du coup, tu arrives à créer beaucoup de contenu, vu que tu me l'as dit, tu fais du volume, sans y passer non plus toutes tes journées. Également, et puis également parce que j'ai aussi mon head of content, du coup Lucas, qui est également mon CSM sur Fondation, qui forcément lui fait beaucoup de choses pour moi. Et on a créé des processus pour que justement lui puisse recycler sans que ça lui prenne trop de temps. Donc il prend des fois mes anciens posts, il prend mes anciens reels, par exemple il fait tous mes carousels. Mais en fait mes carousels ils se basent juste sur ce que j'ai dit dans mes reels. Donc en fait il dit ce que je dis, mais il le dit en format carousel, avec ses termes à lui, avec sa façon de son script de copywriting à lui, qui sera du coup plus efficient que le mien. J'ai pas fait ce carrousel depuis des mois et des mois. Et je pense que si tu es là, tu es coach ou tu es entrepreneur et tu es à 10 000 euros par mois ou même à 15 000 ou même à 8 000, 7 000, tu vois, et que tu es encore en train de faire ton contenu, encore en train de monter tes vidéos ou de faire tes carousels ou machin, mais mec, mais gros, tu perds un temps de malade, c'est pas du tout ta zone de génie, tu vois. Ta zone de génie, elle devrait être sur le fait de délivrer ton service et de faire grossir ton business, tu vois. Pas de juste faire ton petit montage sur CapCut. Ça, faut que tu le fasses faire par quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand tu regardes le coût de l'heure par rapport à ce que te rapporterait de faire un appel de vente ou faire ou délivrer ton service, tu vois, en réalité, si on devait retranscrire ça en coût de l'heure, bah, en fait, tu y perds à faire ton truc, à vouloir ne pas lâcher de la thune pour embaucher un mec qui serait meilleur que toi en plus sur le domaine et qui en plus de ça te ferait gagner du temps. En fait, finalement, tu perds de l'argent et tu perds tes capacités à pouvoir gagner plus à terme. Yes. Donc, je me posais la question, comment tu fais pour ne jamais manquer d'idées sur tes contenus? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, ils galèrent et c'est une cata pour eux. Ouais. Première chose, c'est connaître très bien ton avatar client, connaître très bien ta cible. Ça, c'est un peu la base que tout le monde raconte. Mais je pense qu'au-delà de connaître ton avatar, il faut vraiment connaître ses problématiques. Quels sont les gros sujets sur lesquels il galère? Moi, ma cible, c'est créer son contenu, c'est s'organiser, c'est délivrer correctement son service, c'est voilà, c'est tout ça. Tu vois. Et ce qui est très bien, c'est que je connais très bien ma cible parce que moi, je suis passé par ma Mm. cible. C'est-à-dire que je suis coach fit. Enfin, j'ai été coach fitness. Bon, j'estime que je le suis encore. Du moins, ça fait encore partie un peu de mon identité. Donc forcément, en fait, je sais très bien les problèmes qu'ils ont parce que je suis passé par là, tu vois. Je pense que si tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas quoi faire comme contenu, c'est que soit tu es peut-être sur la mauvaise cible ou que tu ne te poses pas assez bien la question de comment est-ce que doit être annoncé mon contenu. Par Ouais. exemple, si tu sais pas si tu fais du contenu, il faut que tu aies vraiment en tête que tu dois répondre aux problématiques de ta cible. Il faut qu'en fait, à chaque contenu, tu puisses donner de la valeur et que chaque contenu puisse réellement aider ta cible où est-ce qu'elle en est, tu vois. Mm. Par rapport à d'où on est, pardon, ça voulait pas dire grand-chose. D'un point de vue purement pratique, moi, ce que je faisais, j'ai plusieurs, on va dire, tips qui me permettent justement d'écrire mon contenu facilement. Au-delà de connaître ma cible, c'est quotidiennement, j'écris un thread. J'écris un thread quotidiennement, ce qui fait que du coup, derrière, ça va être sur un sujet spécifique. Par exemple, si tu n'arrives pas à t'organiser, c'est que tu n'as pas de bloc de travail, tu n'utilises pas les bons outils, entre parenthèses Google Agenda, Google Sheet, machin. Enfin, je peux mettre un truc, une petite phrase comme ça, d'accord, qui va être un mini tip dans ce style-là. Ça me permet ensuite de le mettre en story sur Instagram. Derrière, du coup, ça fait une opinion que je mets en story qui peut montrer aux gens que je m'y connais. Ok. Et ensuite, quand vient le moment où je dois écrire mes reels, j'ai juste à regarder tous mes threads sur Instagram que j'ai publiés dans la semaine, c'est-à-dire 7, si j'en publie un tous les jours. Et ça prend pas beaucoup de temps d'écrire une phrase et même de réfléchir à une phrase. Et en fait, de me baser simplement sur le thread qui va devenir du coup un reel. L'histoire de l'organisation, du coup, j'ai juste à parler de l'organisation en reel et développer simplement ce Mm. sujet-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, j'ai pris ce temps quotidiennement au lieu de justement prendre un temps où j'allais réfléchir au titre, puis ensuite à écrire les reels. J'ai du coup quotidiennement écrit mes idées au lieu de les écrire dans mes notes, j'en ai fait du coup un contenu, un thread que j'ai mis en story, ce qui m'a amené du coup à être sur deux canaux en même temps via simplement le fait que je trouvais des idées de contenu. J'ai pris ce canal-là, thread et story, du coup pour me servir du coup d'idées pour mes reels. Et ensuite, du coup, tous mes idées de reels, j'en fais plus tard des carousels, j'en fais plus tard des posts sur LinkedIn, je peux même en faire plus tard des mails quand je lancerai les mails, je peux en faire même pourquoi pas des vidéos YouTube quand je crée des value assets, et même un truc tout con, moi ce que je fais aussi qui m'aide beaucoup, c'est simplement je regarde mon school payant, toutes les idées de contenu que j'ai, enfin tous les contenus que j'ai fait sur mon school payant, quand je parle d'organisation, de prospection, je regarde un peu tout ça, je m'inspire, et je vois s'il n'y a pas un truc que j'ai dit dans la vidéo, dans l'une des vidéos, ou en tout cas un thème que j'ai pu aborder, qui peut être abordé en story ou en post ou une quelconque autre outil ou canal.
Yes, 100%. Et donc, X, ça t'intéresserait ou pas? X, Twitter. Ouais. J'ai essayé de m'y mettre. Et en fait, là, j'ai pas la bonne strat et je pense que c'est pas le canal où il y a le plus de coachs dessus. Donc non, actuellement non. Ok. Tu penses que ça pourrait avoir quoi comme intérêt d'être dessus? Bah, si ta niche est dessus, faut être dessus. Enfin, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, hein. De toute façon, c'est pareil. Sur un canal, en fait, les canaux, tu les choisis juste par rapport à ta cible. Si ta cible Ouais. est pas sur un canal, faut pas sur le canal, ça sert à rien. Et après, dans l'absolu, si par exemple je bossais avec des mecs bah là, du coup, j'ai Lucas qui bosse sur mon contenu, mais je pourrais très bien me dire que Lucas poste quand même sur X. D'ailleurs, on avait commencé un peu comme ça en disant, bon, bah, si on a un mec qui voit notre contenu sur X, bon, bah, c'est déjà ça de prix, tu vois. Finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas se mettre dessus. Ok. Yes, je vois. Et donc, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi tu voulais recruter d'autres personnes dans Fondation. Quelle strat tu vas mettre en place pour les recruter? À la base, déjà, pour le coup, les personnes que je veux recruter, je les connais déjà. Et je connais leurs valeurs et je connais leur éthique de travail. Donc finalement, au niveau de la stratégie, ça va être très simple. Ça va juste être de faire un point sur ce que j'attends d'eux au niveau du travail en question, au niveau de leur mission, de définir un plan d'action précis par rapport à ça, de procétiser également leur travail chez Fondation, c'est-à-dire leur dire clairement, OK, quotidiennement, tu fais quoi, lundi, tu fais quoi, mardi, tu fais quoi, mercredi, tu fais quoi. Ça veut dire qu'il y aura des choses à faire, ça veut juste dire que je veux planifier vraiment leurs actions. L'objectif, quand tu recrutes quelqu'un, pour moi, c'est pas de faire du micromanaging ou quoi, mais c'est quand même d'essayer de tendre vers leur montrer concrètement ce qu'il faut qu'ils fassent en termes de grandes missions, soit quotidiennement, et qu'ensuite, bah, tu t'assures juste qu'elles soient faites. Je vois. Et comment tu fais pour communiquer avec eux? Notion, ils ont une to-do list quotidienne pour la semaine? Je pense que bah, là, du coup, les deux personnes que j'ai actuellement, il y a Notion, WhatsApp, et puis c'est tout, hein. Et puis appel quotidien aussi. Appel quotidien, pour moi, quand tu formes quelqu'un, enfin, quand tu as un nouveau venu dans l'équipe qui doit réaliser des actions que tu réalises quotidiennement, il faut que tu le formes quotidiennement. Donc, il faut que tu l'appelles régulièrement, il faut que tu l'appelles quotidiennement, idéalement, et que tu t'assures qu'il a bien compris la mission et qu'il a bien compris tout ce que tu voulais qu'il fasse. Et que ce qu'il fait, il le fait bien, au moins dans un premier temps. Et ensuite, tranquillement, tu lui laisses de l'autonomie. Est-ce que tu as d'autres questions, Clovis? Non, pour moi c'est tout bon, merci beaucoup en tout cas. Franchement, t'as pu donner pas mal de points qui peuvent être très applicables et très concrets pour les gens qui sont en coach, qui ont un accompagnement ou quoi, sous toutes ces formes. Est-ce que toi, de ton côté, JR, t'as quelque chose que t'aimerais provide, que ce soit un petit message de fin, peu importe. Un petit message de fin, mais en vrai, ce serait que si vous avez un objectif, si vous voulez réussir en entrepreneuriat, il faut se fumer la gueule, hein. Enfin, il faut genre juste se fumer à la tâche, tout sacrifier autour. Enfin, c'est triste, mais c'est la vérité. En fait, si t'es pas prêt à sacrifier certaines choses, bah, en gros, les gens qui seront prêts à le faire, ils iront plus vite que toi. Donc, il faut juste être en accord avec ça. Là, actuellement, je suis à Dubaï. J'ai fait 2 trainings depuis 2 semaines. Euh, Bah, je kiffe m'entraîner, je le fais pas pour le coup parce que justement j'ai mis dans ma pyramide d'actions à réaliser le training en toute fin, c'est-à-dire que bah, moi la priorité c'est mon business, c'est de faire décoller, enfin c'est continuer à le faire décoller. Là j'ai fait mes meilleurs chiffres, tu vois, bah, tout le long du mois de novembre et du coup bah, forcément j'ai des bons résultats. En fait, plus tu mets l'input en place, plus tu as les outputs qui suivent. Donc pour moi, ce qu'il faut, c'est se fumer la gueule, hein. Enfin, genre, y a pas plus de, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu le fais pas, et d'autres gens le feront et ils auront des meilleurs résultats que toi. C'est la triste réalité de la vie, malheureusement. Enfin, c'est même pas la triste réalité parce que pour moi, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que t'as un but, tu vois, finalement. Bien Mais sûr. c'est la réalité en tout cas. Bien sûr. Bah, écoute, très beau message. Merci beaucoup pour ton partage, c'était très intéressant et j'espère que les gens ont pu en tirer un maximum de choses. Il y aura tous tes réseaux en description, n'hésitez pas à les check, toutes les personnes qui souhaitent soit développer leur business de coaching sportif, et avec JR, c'est tout dans la description.